On commence avec vous, Hervé Lextrait. Vous êtes chef du département producteur de RDF. On l'a vu avec la table ronde précédente. Le gestionnaire de réseau RDF a longtemps été montré du doigt comme étant un frein au développement de l'autoconsommation en France. Pourtant, le comité de concertation des producteurs du 12 mai dernier a montré que RDF avait la volonté de faire évoluer son cadre contractuel pour accompagner l'autoconsommation. Donc, où en est-on très concrètement aujourd'hui, Hervé Lextrait? Vous êtes très attendu. Oui, effectivement, j'ai l'impression d'être attendu au tournant. Pas du tout, pas du tout. Voilà. En tout cas, je suis ravi d'être là ce matin parmi vous pour essayer de vous convaincre que RDF a bien pris le virage de l'autoconsommation et adapte son cadre contractuel pour faciliter le développement de l'autoconsommation. Alors, je vais essayer de comprendre le fonctionnement de la ZAPET. Alors, vous appuyez sur le bouton vert et normalement tout vient. On m'a donné 2. Alors, je pense que c'est l'autre. Voilà. Ça fonctionne. Voilà, donc pour démarrer, j'aime bien démarrer par ces petits graphes, classiquement. On y revient souvent, mais c'est toujours intéressant de voir dans quelle dynamique on se situe dans le développement des ENR sur le réseau de distribution. Et ça remet un peu en perspective ce développement. Voilà qu'il a démarré il y a une dizaine d'années sur le réseau de distribution, d'abord par l'éolien, et puis il y a un peu plus de 5 ans avec le photovoltaïque. Et ERDF raccorde toujours, tous les ans, autant d'ENR depuis 5 ans, à peu près 2 gigawatts par an, ce qui est énorme, ce qui est très important. Et donc on se situe toujours dans cette dynamique de développement. Donc ça se répartit à peu près moitié-moitié entre l'éolien et le photovoltaïque. Mais voilà, je tenais quand même à le rappeler, parce que quand on parle d'autoconsommation, certes c'est une nouvelle manière de valoriser son énergie, mais finalement ça n'est que la continuité du développement du photovoltaïque en France. Alors ce qu'il faut aussi préciser, on dit là, à fin mars on est à 5,4 gigawatts de puissance installée en photovoltaïque raccordée aux distributions du RDF. La dynamique est toujours puissante. Ce qu'on ne voit pas dans ce graphe, par contre, c'est que la tendance est plutôt vers des installations de grosse puissance, c'est-à-dire qu'on raccorde moins d'installations de petite puissance du marché de masse et davantage d'installations de grosse puissance. Donc en puissance installée, on est toujours sur la même dynamique, mais par contre, effectivement, il y a une inversion de tendance entre le petit PV et le gros PV. Voilà. Alors, mon intervention, elle est très orientée marché de masse résidentiel, petit PV. J'ai bien noté lors de la table ronde précédente des interpolations au sujet du secteur plutôt tertiaire. Donc je n'évacue pas les questions, mais peut-être que j'y répondrai. Elles viendront après. Elles viendront après, voilà. Elles viendront après, oui. Absolument. Tout à fait. On vous laisse développer voilà. Les bonnes nouvelles, en fait. Alors, tout à fait. Je pense arriver en terrain conquis avec des bonnes nouvelles. On fait évoluer notre cadre contractuel pour accompagner l'autoconsommation, ça je l'ai dit, et je vais commencer par vous raconter une petite histoire. Une histoire qui est liée à, justement à une nouvelle convention, la convention d'autoconsommation que l'on a publiée tout récemment, fin mars. Sans injection, hein, il y avait... Tout à fait, une convention d'autoconsommation sans injection. On a même modifié le titre pour rendre plus compréhensible sa finalité. Et donc, elle vise à simplifier les démarches, justement, pour les clients qui autoconsomment la totalité de leur installation de production et qui donc n'injectent pas sur le réseau. Alors pourquoi pour ces clients-là il y a une convention spécifique? Tout simplement parce que quand on n'injecte pas sur le réseau, on n'a pas besoin de ce qu'on appelle un contrat d'accès au réseau. Et comme on n'a pas besoin d'un contrat d'accès au réseau, eh bien on a une convention qui est plus simple, plus facile à signer avec le gestionnaire de réseau, mais qui est néanmoins nécessaire. Pourquoi? Parce que notre premier rôle, lorsqu'on raccorde une installation de production, bien sûr c'est de raccorder, mais c'est aussi de s'assurer que cette installation elle va fonctionner en totale sécurité avec le réseau de distribution. Donc on a vraiment un enjeu de sécurité qui est couvert par cette convention, qui est une convention de raccordement sans le dire. Voilà. Donc cette convention elle est nécessaire. On l'a concertée comme tous nos documents contractuels. La concertation a été longue, on avait démarré au mois de juillet l'année dernière, elle a été très riche, il y a eu énormément de contributions de la part des acteurs, des représentants des producteurs, et donc est apparu au cours de cette concertation le point qui préoccupait nos clients, c'est cette condition de non-injection, alors qui est consubstantielle
à cette convention, puisqu'elle vise justement les installations qui n'injectent pas. Donc ce point a été soulevé. Les représentants des producteurs auraient souhaité qu'on n'interdise pas l'injection, mais ne pas interdire l'injection, c'est du coup l'accepter, et qui dit l'accepter dit il faut un contrat d'accès au réseau. Donc c'était un petit peu la quadrature du cercle. Il a fallu se comprendre. On a du coup différé la publication de ce document pour s'expliquer, et à l'issue de ce délai, on a considéré que nous devions le publier parce que c'était une réelle avancée, un réel progrès pour les clients qui font de l'autoconsommation totale. Donc sans ce document, il y avait certains blocages qui nous avaient été signalés par les fédérations de producteurs en termes de puissance installée, en termes des conditions sur la propriété de l'installation par rapport aux locataires, par exemple, sur l'interdiction de stockage que nous avons enlevée grâce à cette nouvelle convention. Nous avons aussi garanti des délais de mise en service courts, sous 15 jours. On autorise aujourd'hui la transmission de ce document via un portail internet, ce qui facilite énormément les échanges. Donc voilà, nous avons décidé, en connaissance de cause, de la publier parce que nous pensons que c'est un réel progrès pour les clients qui font de l'autoconsommation totale. Et elle a été publiée en mars, c'est ça ? Elle a été publiée fin mars. Et je tiens à signaler aussi que autoconsommer nécessite de disposer d'un compteur électronique. Alors je vais parler de Linky tout de suite après, mais jusqu'à présent c'était un compteur électronique. Et ce remplacement de compteur, eh bien, on le prend en charge. On a décidé de le prendre en charge, ERDF, justement pour qu'il n'y ait pas de surcoût à financer par les clients qui font de l'autoconsommation. Oui, vous comprenez que ça a pu être mal vécu, cette interdiction d'injecter le surplus. Alors, en disant, ça y est, il nous bride encore. Oui, alors c'est effectivement, je suis d'accord, la manière dont ça a été interprété et véhiculé très largement sur les réseaux sociaux. Votre question me permet de le démentir très fermement. ERDF n'a jamais interdit d'injecter sur le réseau, jamais. Il y a un contrat qui existe pour ça, c'est un contrat d'accès au réseau. Il existe depuis plus de 10 ans et ça a été signalé d'ailleurs par la DGEC ce matin. Ce contrat, il décolle, c'est-à-dire qu'il y a une appétence nouvelle pour autoconsommer et injecter un surplus. Ça a été dit ce matin, on a en 2015 pratiquement doublé le nombre d'installations qui autoconsomment avec injection de surplus. Depuis le début de l'année, on est à plus de 1000 installations qui ont fait ce choix-là également. Donc, ce qui veut dire que si on suit cette tendance, en 2016, on va encore doubler ces installations qui autoconsomment avec injection de surplus. Donc c'est la preuve manifeste que RDF n'interdit pas l'injection. Mais économiquement, ça valait interdiction, vous êtes d'accord avec moi, pour quelques kilowattheures de plus, les coûts de raccordement étaient tels que c'était difficilement soutenable. Alors, voilà, c'est tout à fait la bonne question qui est posée, c'est que finalement ce débat, il a permis de bien comprendre l'origine du besoin exprimé par les organisations, les associations des producteurs. Alors, les questions qui restaient à instruire suite à ce long débat, eh bien, on a décidé de les traiter à ERDF, on s'y est engagé. Et effectivement, ce sont des questions liées au coût de raccordement pour les installations qui injectent un surplus. Alors, ces coûts de raccordement, ils sont variables. Alors, variables, pourquoi ? Parce que ça dépend des configurations de l'installation et ils figurent dans un barème qui est approuvé par la Commission de régulation de l'énergie. C'est le barème raccordement. En fonction des situations, ces coûts de raccordement allaient de 160 € dans le cas le plus simple à 1000 €, on va dire, dans le cas plus compliqué. Et donc là, on comprend bien que c'est ce coût-là qui était visé au travers du débat qu'il y a eu sur cette convention d'autoconsommation sans injection. Les producteurs disaient ce coût-là de raccordement, il risque d'affecter la rentabilité de mon installation. Bon, mais ces coûts, s'ils existent, c'est qu'ils ont une réalité. Et cette réalité, elle est liée jusqu'à aujourd'hui à l'obligation de poser un second compteur pour mesurer l'injection. Aujourd'hui, la technologie de nos compteurs actuels, qui sont des compteurs électroniques, ils ont été électromécaniques, ils sont devenus électroniques, permet de mesurer l'énergie dans un seul sens. Donc dès lors qu'au travers d'un même point de livraison, on souhaite soutirer et injecter, il faut deux compteurs. Donc c'est la pose de ce deuxième compteur, qui parfois est complexe, qui était facturé au travers de ce barème. Et puis il y a un deuxième coût qui est identifié, qui est le coût
de l'accès au réseau en injection, et ça, c'est le TURP qui le donne, donc c'est le tarif d'utilisation des réseaux qui est fixé par la CRE, qui aujourd'hui est de l'ordre de 34 € par an. Voilà. Donc là, on a bien identifié l'ensemble des coûts qui sont affectés aux clients qui autoconsomment en injectant un surplus. Donc on s'est engagé avec les représentants du comité de concertation de producteurs, donc les associations qui défendent les intérêts des producteurs, à instruire ces questions et à être force de proposition lors du dernier comité de concertation qui s'est tenu tout récemment le 12 mai. Le syndicat Enerplan a joué un rôle d'ailleurs assez... Enerplan, tout à fait, a joué un rôle fort dans la discussion, parmi d'autres. D'autres associations également se sont largement exprimées. Et comme on s'y était engagé, on est arrivé le 12 mai avec des propositions et des solutions qu'on avait échangées avec la CRE entre-temps, sur 2 points. Alors le premier point, c'est celui du coût du deuxième compteur. Et on avait échangé avec la CRE sur les possibilités techniques de faire bénéficier au plus tôt les autoconsommateurs des avancées technologiques de Linky. Je vais y venir tout de suite. Et le deuxième point, c'est nous avons proposé avec la CRE d'instruire la faisabilité de faire évoluer le contrat qui nous lie avec les fournisseurs qui ont des contrats de fourniture avec les clients. Ces contrats de fourniture sont en grande majorité des contrats uniques qui portent l'accès au réseau en sous-tirage. L'idée, ça serait que ce contrat unique porte aussi l'accès au réseau en injection, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus qu'un seul contrat, et donc on économiserait des coûts de contractualisation. Ceux dont on a parlé, c'est les coûts du TURP de 34 € par an. Donc ça, c'est une idée qui va peut-être sûrement même suivre son chemin si la CRE la reprend, ce qui est possible. Donc voilà. Je vais venir maintenant sur le sujet le plus important qui vous intéresse tous, qui est celui de Linky. L'anticipation donc de la pose du compteur Linky pour les autoproducteurs. Alors Linky, on en a tous entendu beaucoup parler, surtout pour les nouveaux services que Linky va rendre aux consommateurs, les nouveaux services qui seront proposés via les fournisseurs, parce que Linky, effectivement, apporte de grandes avancées technologiques. Ce qu'on oublie souvent, c'est un détail qui est pourtant majeur, qui a toute son importance. Comme je l'ai dit, c'est que le nouveau compteur Linky permet de compter dans les 2 sens. Alors quand on est autoconsommateur et qu'on veut injecter un surplus, eh bien ça c'est formidable, on va même dire que c'est une véritable révolution puisqu'on passe de 2 compteurs à un seul compteur. Et qui dit passer de 2 compteurs à un seul compteur dit réduction des coûts de raccordement. Alors comment ça va se passer ? Linky se déploie progressivement depuis fin 2015. Alors, ce qu'on appelle un déploiement en tâche de léopard. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là, mais on a la carte du déploiement sur les semestres de 2016 et 2017. C'est un léopard un peu mutant puisque ses taches sont vertes. Mais c'est un programme qui est lancé sur plusieurs années et de remplacement de l'ensemble des compteurs du marché de masse. Donc c'est un énorme programme pour RDF et la question s'est donc posée de voir à quel moment on allait déployer Linky pour les producteurs qui font de l'autoconsommation et de l'injection de surplus. Alors pour l'instant, on est en vraie phase de montée en puissance pour le déploiement de Linky, c'est-à-dire qu'on a plusieurs fournisseurs de compteurs qui approvisionnent nos plateformes logistiques et l'approvisionnement prioritaire est fait pour les entreprises de pose de compteurs en masse, c'est-à-dire des entreprises prestataires qui vont remplacer les compteurs déjà en place. Par contre, pour les nouveaux clients, les nouveaux raccordements, et c'est ceux qui nous intéressent dans le cadre des nouveaux raccordements en autoconsommation, eh bien, l'approvisionnement atteindra son maximum d'ici la fin de l'année. C'est pour ça que, dans un premier temps, c'est les entreprises de pose en masse qui remplacent les compteurs existants qui sont approvisionnés, et dès la fin de l'année, on pourra répondre à la demande des nouveaux raccordements, des nouvelles installations pour toutes les équiper en compteur Linky. Alors voici ce qu'on a annoncé lors du comité de concertation des producteurs, ce sont justement ces échéances. Alors pour les producteurs qui injectent leur électricité en totalité pour la vendre en totalité, donc dès l'été 2016, dès cet été, on va commencer à leur poser des Linky. Pour les clients, pour tous les nouveaux raccordements
Alors, pardon, été 2016, c'est ceux qui ont déjà un compteur et qu'on va remplacer. On est dans la phase de remplacement des compteurs existants. Pour les nouveaux clients, par contre, donc soit qui font de la vente en totalité, soit qui autoconsomment avec injection de surplus, eh bien, au plus tard, au 1er janvier 2017, on les équipera d'un compteur Linky et partout, sur tout le territoire. Alors, il y a une échéance qui est importante pour nous, c'est 2018 pour les producteurs. Pourquoi ? Parce que notre système d'information, qui est très lourd, on a 35 millions de clients à gérer, eh bien, il évolue un peu moins rapidement que la technologie de nos compteurs. Et en 2018, il y a une grosse évolution qui est attendue, qui va bénéficier aux producteurs et qui vont permettre d'automatiser un certain nombre de gestes, notamment le rapatriement de l'index d'injection et puis faire bénéficier de l'ensemble des nouveaux services, comme les publications de courbes de charge, à l'ensemble des producteurs. Et c'est cette échéance de 2018 qui, dans un premier temps, nous avait freiné pour déployer le compteur Linky chez les producteurs. Mais l'enjeu financier étant tel dans l'économie du coût de raccordement qu'on a trouvé cette solution ensemble avec les représentants des producteurs et avec Enerplan en particulier, c'est d'anticiper donc cette pose de compteur Linky dès la fin de l'année, au plus tard 1er janvier 2017, pour faire bénéficier de la baisse des coûts de raccordement aux clients qui autoconsomment et qui injectent un surplus. Avec une petite contrainte, mais voilà, je la signale parce qu'elle est importante. Comme nos systèmes d'information n'évoluent qu'en 2018, eh bien, les clients qui injectent du surplus avec Linky et qui seront équipés de Linky au plus tard d'ici la fin de l'année, eh bien, devront transmettre leur index en injection par téléphone au conseiller ERDF qui le saisira dans nos systèmes d'information puisque, comme je vous l'ai dit, il y a cette évolution de 2018 du système d'information qui nécessitera du coup cette petite contrainte, mais qui est franchement légère parce que la plupart du temps, eh bien, il y a un index annuel qui est nécessaire, notamment pour l'obligation d'achat, pour émettre une facture annuelle. Donc ça sera un coup de fil à passer en un an. Donc c'est une contrainte qui est relativement légère et acceptable pour faire bénéficier au plus tôt de l'économie. C'est une année de transition, on va dire. C'est une année de transition, tout à fait. Pour conclure. Alors pour conclure, une baisse des coûts de raccordement qui va être proposée par ERDF à la CRE dans une adaptation du barème raccordement. Et on est effectivement en cours, totalement en cours. Donc on s'engage pour diminuer les coûts de raccordement grâce à Linky. Le bénéfice est systématique pour toutes les installations de production, hein, pas que pour l'autoconsommation. Il y aura aussi un bénéfice pour les installations de production qui injectent en totalité, puisque pour celle-là aussi, il y avait 2 compteurs, et bien là, il n'y en aura plus qu'un. Donc il y a une baisse pour toutes les installations de production. On propose de le faire au travers d'un avenant au barème actuel. Donc c'est une simple mise à jour des tableaux de prix dans certains chapitres. Pour que ça aille vite, on propose une procédure accélérée de concertation. On se doit de concerter tous les barèmes et c'est en cours. On a lancé la concertation la semaine dernière. Et donc le résultat, c'est en moyenne une baisse de 500 € hors taxe, donc 600 € TTC dans les coûts de raccordement des installations d'autoconsommation avec injection de surplus. Donc dans 80% des cas, le coût résiduel sera nul, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun surcoût de facturé. Dans 20% des cas, il restera un coût facturé qui est nécessaire parce que dans 20% des cas, il manque un dispositif de sectionnement. Alors, ce sont pour les branchements aériens ou en toiture. Et donc, c'est la facturation de ce dispositif de sectionnement résiduel qui demeurera. Voilà, donc, dans 80% des cas, le coût sera nul et il restera l'appareil de sectionnement dans 20% des cas. En moyenne, ça fait 600 € TTC en moins pour tous les autoconsommateurs. On est en train de consulter justement ce barème. C'est la deuxième quinzaine de mai, on y est, je vous l'ai dit, ça a été envoyé vendredi. On termine ça début juin et on espère une entrée en vigueur possible de ce barème début octobre. Ça s'appliquera donc à tout le monde dès début octobre, si on parvient à resserrer les délais, notamment grâce à la CRE qui pourrait délibérer plus rapidement que d'habitude sur ce barème, ce qui permettrait de faire entrer en vigueur le barème au plus tôt, parce qu'il faut un délai de 3 mois entre la délibération et l'entrée en vigueur du barème. Voilà, donc là on est sur une hypothèse d'entrée en vigueur début octobre, donc c'est une bonne nouvelle pour tout le monde,
pour début octobre. Merci beaucoup Hervé Lextrait. On retrouvera, il y a une petite présentation aussi sur le BPOS qui est passionnante, mais on la retrouvera sur le site internet. Très bien. Comme on doit gérer le temps. Merci beaucoup en tout cas pour ces bonnes nouvelles. Merci Hervé Lextrait. Hervé Lextrait, vous voulez réagir ? J'abonde tout à fait dans le sens de ce qui vient d'être dit. La question de la bonne insertion dans le réseau, de la production décentralisée, et en particulier photovoltaïque, en autoconsommation, elle est quelque part régulée par le prix du raccordement. C'est le prix du raccordement de ces installations qui va donner une indication sur la capacité du réseau à absorber l'énergie injectée. Donc, ce prix il est directement lié au dimensionnement du réseau. Alors pour que l'autoconsommation se développe de façon harmonieuse avec le réseau, première chose, c'est qu'il faut éviter d'avoir des pointes d'injection qui soient supérieures aux pointes de consommation, parce que du coup, il faut surdimensionner le réseau pour pouvoir accepter ces points d'injection. Et puis si on veut par contre un effet bénéfique d'autoconsommation pour le réseau, eh ben, il faut veiller peut-être via des automatismes, de la régulation du pilotage ou du stockage, à faire baisser à la fois la pointe d'injection et la pointe de consommation. Et donc si on arrive à faire baisser ces deux pointes, eh bien, le réseau sera dimensionné au plus juste et il pourra y avoir des économies sur le coût du raccordement. Voilà, mais ça n'est pas complètement évident parce que souvent la surface disponible pour installer des panneaux photovoltaïques est telle qu'on génère des pointes d'injection qui sont supérieures à la consommation des bâtiments sur lesquels ces panneaux sont installés. Donc il y a vraiment un travail de conception à faire sur un projet pour éviter d'avoir à financer des renforcements de réseau qui sont nécessaires dès lors qu'on a des points d'injection qui sont générés par le panneau ou par les panneaux. Oui, on verra qu'il y a des offres qui respectent vraiment les talons pour éviter ces choses-là. Bonjour, Guillaume David, Société Solstice. Donc, nous sommes spécialisés dans l'installation de centrales photovoltaïques dans des bâtiments à haute performance environnementale. Et donc, nos clients sont de plus en plus intéressés par les schémas d'autoconsommation qui répondent bien à des objectifs de simplification et de coûts réduits d'exploitation. Or, la clé de ce système-là, c'est qu'on s'assure que le maître d'ouvrage jamais n'injectera le moins de kilowattheures sur le réseau électrique. Ce qu'il peut promettre, mais n'est pas en mesure de respecter. Sur les grands projets, il est difficile d'intervenir suffisamment rapidement pour bloquer l'énergie avant réinjection. Et les particuliers, eux, n'ont même pas l'information. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de consommation dans le bâtiment parce que le congélateur est tombé, il va être amené à réinjecter. Donc on a un schéma qui semble satisfaisant, mais finalement qui opérationnellement ne fonctionne pas. Donc ma première question, c'est comment vous gérez ce sujet-là ? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il ne serait pas temps finalement de fusionner ce schéma autoconsommation, ce schéma revente de surplus avec des tarifs adaptés pour que si le consommateur réinjecte temporairement quelques kilowattheures, et ben, il puisse avoir un TURP, il rémunérer le TURP mais à prix coûtant. Voilà. Un bel extrait, c'est pour vous, rapidement. Oui, alors peut-être que mon intervention n'était pas suffisante pour clarifier ce sujet. Comment on gère l'injection sur le réseau, mais on la gère comme on le fait depuis 10 ans à ERDF quand on raccorde de la production décentralisée. Donc il n'y a pas de problème à réinjecter sur le réseau. La seule nécessité lorsqu'on injecte sur le réseau, c'est d'avoir un contrat d'accès au réseau. Voilà. Et donc ce contrat d'accès au réseau, aujourd'hui, il prévoit la facturation d'un tarif, et ce tarif est fixé par la CRE. Donc nous, ERDF, on est une entreprise publique, on est très légaliste, et quand il y a un tarif réglementaire, eh bien, on l'applique. Voilà. Donc la question que vous posez, c'est est-ce que le tarif reflète les coûts de réseau ? C'est peut-être ça votre question. Attendez, il y a un dialogue qui se noue, on ne vous attend pas forcément, mais il va falloir faire vite. J'ai compris, il y a cette histoire de garantie de non-injection. Elle n'est pas exigée. Attendez, ne parlez pas. La garantie de non-injection, aucun maître d'ouvrage au client qui soit petit producteur ou gros producteur n'est capable de vous tenir cet engagement. Est-ce qu'on ne se ment pas un petit peu sur ce schéma autoconsommation ? Alors, est-ce qu'on ne se ment pas ? Il y a deux questions.
Vous dites aucun maître d'ouvrage n'est capable. Je ne partage pas ce point de vue. Je pense qu'il existe des dispositifs de régulation qui fonctionnent très bien. Et peu importe, nous ne les exigeons pas. Nous ne les exigeons pas. Donc, je ne vois pas où est le problème. Si le client souhaite injecter sur le réseau, il peut le faire en ayant souscrit un contrat d'accès au réseau. S'il ne souhaite pas injecter sur le réseau, à lui de trouver une solution qui permette de réguler tout ça. Et je pense qu'il en existe sur le marché, mais en tout cas, elles ne font pas partie des exigences du gestionnaire de réseau. Que ce soit très clair. Voilà, vous aurez le déjeuner pour en parler. Hervé Lextrait, vous restez pour déjeuner. Bonjour, Bruno Sinica, société Sole Nostrum. Nous sommes installateurs de solutions, notamment photovoltaïques, historiquement avec injection réseau, et on va de plus en plus faire l'autoconsommation. Monsieur tout à l'heure de l'Institut de sondage disait que dans la motivation pour l'autoconsommation, il y avait 24% donc, qui étaient dus à des questions environnementales. Or, il y a de la littérature, des vidéos, des choses qui circulent concernant les compteurs Linky et la pollution électromagnétique qu'ils engendreraient, et donc qui représente un frein important pour les gens qui désirent investir sur une solution en autoconsommation. Donc je voulais savoir ce que vous aviez comme argument à opposer à ce qui circule, et de manière à ce qu'on puisse avoir, nous, des arguments à opposer auprès des clients potentiels. Merci. C'est pas vraiment l'objet du colloque. Hervé Lextrait. Non, effectivement, j'avais pas prévu de venir avec mon argumentaire sur les émissions d'ondes électromagnétiques des compteurs Linky, qui sont quasiment indétectables. En tout cas, un grille-pain émet beaucoup plus d'ondes électromagnétiques qu'un compteur Linky. Donc voilà, je pense que c'est un sujet qui malheureusement fait le buzz au détriment du déploiement de Linky. Toutes les études peuvent prouver que ces compteurs sont très faiblement émetteurs d'ondes électromagnétiques. Donc voilà, c'est un non-sujet qui malheureusement fait le buzz. Alors pour trouver la littérature sur les émissions d'ondes électromagnétiques, je pense qu'on peut en trouver sur Internet, peut-être même sur notre site. Je ne suis pas le grand spécialiste. Bon, il faut savoir raison garder. Je pense que comme toute nouvelle technologie, elle a ses détracteurs qui trouvent des fois des arguments qui sont malheureusement erronés. Laissons le temps aux compteurs d'oser poiler. Nous sommes ici pour parler d'autoconsommation photovoltaïque. Merci à tous. Merci messieurs. Je vous laisse rejoindre dans la salle. Merci beaucoup.